Sourire gêné, regard baissé, cette femme musulmane applaudit tandis que deux Européennes lui ôtent son haïk, ce grand voile traditionnel blanc qui recouvre beaucoup de femmes au Maghreb. Les autres femmes, vous l'enlevez pas là. Voilà, très bien. Alors ? Voilà, très bien. Alors ? Et ben vous voyez là, vous respectez la laïcité. Revenons aux sources. La femme maghrébine. Ce terme renvoie à une histoire, à une construction socio-culturelle qui englobe 3 pays du Maghreb. Maroc, Algérie, Tunisie. L'Afrique du Nord est bien plus large que ces 3 pays. Mais en France, la consonance de la femme maghrébine est reliée à ces 3 pays. C'est dû aux délimitations des frontières dessinées par les colons français quand ils sont venus en Afrique du Nord. L'orientalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est au XVIIIe et au XIXe siècle que les Européens ont façonné le concept de l'orientalisme à travers la littérature, la peinture, mais également plus tard par des films. C'est la représentation de l'Orient dans leur imaginaire, donc le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le monde arabe en général. Ces représentations sont souvent issues de leur imaginaire et donc fausses, infondées et exagérées. Edward Said, un intellectuel palestino-américain qui est une figure majeure des études postcoloniales, a écrit son livre très connu, Orientalism. L'Orient a été façonné par le discours européen, l'imaginaire européen, mais donc également son peuple, ses peuples, par extension, ses femmes. Comme par exemple la peinture d'Eugène Delacroix, Les femmes d'Alger dans leur appartement, en 1834, qui montre des femmes dans un salon avec des objets type exotique. On peut voir une chicha, on peut voir une décoration jugée orientale, alors que cet homme-là n'est jamais rentré dans un intérieur, dans une maison, dans un foyer algérien. C'était encore plus intime et interdit de faire rentrer des colons, des blancs, des hommes dans l'intimité algérienne. Il peint cette toile après son voyage diplomatique au Maroc et en Algérie, bien qu'il n'ait jamais mis un pied dans une maison algérienne, dans un foyer algérien, donc dans l'intimité des femmes algériennes. Donc cette peinture est seulement issue de son imaginaire et de ce qu'il a pensé comme étant le foyer algérien. Et donc, il peint les femmes d'Alger dans leur appartement. Il y a aussi cette représentation des femmes dénudées, nues, cheveux couverts. Alors qu'on sait très bien qu'à cette période-là, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, les femmes étaient couvertes. Elles portaient des hayek, donc c'était des draps blancs qui étaient autour, qui étaient enveloppés autour d'elles, et on ne voyait que leurs yeux. Donc tout ce qui est évoqué dans ces peintures, c'est vraiment que l'issue de l'érotisation de la femme maghrébine dans les pensées des colons. Durant la bataille d'Alger en 1957, les femmes étaient poussées à retirer leur voile en public et ça a été utilisé comme instrument de propagande, de peur, de terreur sociale durant la colonisation. Donc ça vient imposer un climat d'oppression et ça vient rappeler la domination des colons, des Français sur les Algériens. Durant la colonisation, les autorités françaises ont instrumentalisé le corps de la femme maghrébine comme étant une conquête, quelque chose qu'il fallait conquérir, qu'il fallait s'approprier et affranchir des mœurs de l'époque dans ces pays-là, religieuses, culturelles, sociales. Un exemple frappant, c'est qu'à Casablanca, dans le quartier de Bousbir, dans les années 20, donc en 1920, il y a eu tout un réseau de prostitution coloniale qui a été créé pour satisfaire les besoins des colons qui étaient présents à ce moment-là. Et en fait, c'était un quartier qui était totalement enfermé par des murs, qui était entouré par des murs et qui enfermait le réseau de prostitution au sein même de ce quartier-là, jusqu'à contrôler les permissions de sortie pour ces femmes-là, et elles devaient avoir l'autorisation
d'un médecin, du médecin du quartier de Bouchevire, si elle voulait sortir. Et donc elles étaient vraiment esclaves de ce réseau de prostitution. Et puis ces colons avaient leurs femmes qui les attendaient en France, en Europe. Et en fait, c'était vraiment pour encore plus instrumentaliser, hypersexualiser la femme maghrébine comme étant un objet désiré, désirable, mais pour satisfaire des besoins sexuels. Après les indépendances, les migrations postcoloniales vers la France ont redéfini ces représentations-là. Dès les années 60-70, quand les familles s'installent en France, eh bien, les femmes sont cantonnées à l'espace domestique. Elles sont représentées de manière invisible, même dans le cinéma. C'est des femmes ouvrières, des femmes de ménage. Et alors, on les représente comme étant des femmes battues, des femmes cachées, silencieuses, des mères conservatrices, des jeunes filles confrontées à la double injonction qu'être une femme française et maghrébine. Comme si on devait choisir entre notre culture d'origine et notre intégration. Dès le début des années 2000, on voit de plus en plus de films qui viennent illustrer ce que sont que les dynamiques familiales pour les familles maghrébines. Ce que c'est que cette double identité, ce rapport en tant que femme, homme maghrébin, vivant en France, né en France, ayant grandi en France. Nous aussi, des enfants issus de l'immigration maghrébine en Belgique, nous avons été influencés par ces films-là, nous avons grandi avec ces films-là. Neuilly sa mère, Il était une fois dans l'Oued, Halal police d'État, Beurre sur la ville. Et ça nous fait plaisir, dans un premier abord, de voir ces rapports-là, ces familles être exposées. Ça nous faisait rire. On était contents de voir que ces films-là nous représentaient finalement un peu, reflétaient un peu l'intérieur de nos foyers, les dynamiques de nos familles, les rapports entre nos membres familiaux. On entendait parfois nos dialectes, des mots qu'on reconnaissait, des blagues qu'on reconnaissait, mais également des moments précieux de la vie qu'on vit en tant que famille immigrée, comme le moment où on retourne au Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, en voiture. C'est un moment symbolique pour les enfants d'immigrés, car on a tous vécu au moins une fois ce trajet-là dans nos vies, le retour aux sources, le retour au pays d'origine. En revisionnant ces films-là, ces représentations-là, ces dynamiques, ces personnages sont souvent confrontés à un ultimatum. Il y a soit la représentation de ces personnes-là qui sont confrontées à un conflit intérieur en rapport avec leur culture d'origine et leur culture française, et donc on voit qu'ils renient un peu ce côté-là de leur culture, leur aspect religieux, et qu'ils sont forcés de ressembler aux Français pour être intégrés, pour être acceptés, pour être vus et considérés comme faisant partie de l'élite intellectuelle, qui a accès à l'éducation, qui sait s'exprimer, qui sait parler, comme notamment dans Neuilly sa mère, la tante du personnage principal, Samy, qui est mariée à un Français et qui est confrontée à avoir son neveu chez elle et qui est considérée par sa famille à elle comme étant une vendue qui a mis sa culture de côté, sa famille de côté pour vivre dans de beaux quartiers avec des Blancs, des Français. Et en face, on a Samy qui est issue d'un quartier populaire, des quartiers de France, et qui vient avec son bagage linguistique, mais également avec ses stéréotypes et ses clichés qu'il a sur les beaux quartiers, sur sa tante qui est mariée avec un Français, sur tout ce que ça représente en tant que famille maghrébine, et ce décalage entre Samy issue des quartiers, sa tante qui a troqué sa vie de quartier et son bagage culturel pour s'installer dans de beaux quartiers, comme si c'était finalement exclusif aux Français, aux Blancs, aux riches. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a troqué sa culture et qu'elle n'est plus pour autant algérienne. Le syndrome du sauveur blanc dans le cinéma. On a le film Le Brio qui représente très bien ce concept-là, ce syndrome-là, joué par Camélia Jordana. Neila Salah est une jeune issue des quartiers populaires, étudiante en droit, et confrontée à son professeur qui vient la pousser à améliorer son éloquence. Et finalement, on voit à travers le film que améliorer son éloquence,
être de plus en plus éduquée, cultivée, être préparée à cette posture-là de femme qui va participer à un concours d'éloquence, eh bien on voit que tout doucement, son style vestimentaire change, ses cheveux sont de plus en plus attachés, lissés. Ça nous interpelle en fait. Qu'est-ce que ça signifie? Que pour être éloquente, pour convenir, pour rentrer dans ce moule de femme éduquée, civilisée, éloquente, il faut renoncer à son identité culturelle, issue de quartiers populaires, issue d'immigration maghrébine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle vient avec une identité qui est censée refléter les femmes maghrébines issues de quartiers populaires, et puis au final, elle change du tout au tout, un autre style vestimentaire, une autre manière de parler, comme si l'un empêchait l'autre d'exister. Comme si, encore une fois, la pluralité des caractères, des personnalités était impossible. C'est soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Soit tu es issu de quartiers populaires et donc tu es vu comme une racaille par l'élite, mais comme étant une des nôtres par la communauté en question. Ou alors, tu es de l'autre côté, mais alors tu peux être une vendue, Nesrine Slaoui, qui dans ce sujet a totalement sa place, étant elle-même femme maghrébine issue du Maroc et qui a grandi en France. Elle explique à travers ses livres, dans Notre dignité, notamment le livre qui a énormément appuyé mes propos dans ce travail d'analyse et de recherche, qui exprime très justement toutes ces agressions ou micro-agressions que vivent les femmes maghrébines dans la société française. Et elle s'inscrit dans un féminisme décentré, parce que ça aussi, ça soulève énormément de questions. Le féminisme qui n'intègre pas les femmes racisées, qui n'intègre pas le choix des femmes librement et purement sur base de ce qu'elles croient, ce qu'elles veulent pour elles, c'est pas un féminisme. Ça ne peut pas être un féminisme si ça n'inclut pas toutes les femmes du monde. Et elle écrit dans son livre Illégitime: on nous demande de choisir notre camp, mais je refuse. Je suis féministe et arabe, je suis libre et attachée à ma culture, je suis plurielle. Et on est toutes plurielles. On n'a pas à choisir entre nos deux cultures, notre origine et notre terre de naissance ou de résidence. Bien que les problématiques liées aux races, au sexisme, à la discrimination, au racisme est de plus en plus sensibilisée sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, je n'ai encore pas trouvé de vidéo qui analyse la représentation des femmes maghrébines dans le cinéma français. Et donc, si je ne me trompe pas, parce que si ça a été déjà fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à taguer la personne en commentaire. En tout cas, par mes recherches, je n'ai pas trouvé de vidéo qui explique, qui analyse ces représentations-là dans le cinéma français. Et donc, je suis très honorée, très fière de le faire, d'ouvrir le bal. Plus on en parlera, plus on sensibilisera et plus, je l'espère, on pourra faire entendre nos voix collectivement et atteindre des réalisateurs, des producteurs qui pourront avoir notre retour sur ces représentations-là et, je l'espère, pourront changer les choses. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout ce que j'avais à dire sur la représentation des femmes maghrébines dans le cinéma français. Et bien, comme je suis également une femme plurielle et fière de l'être, je vous invite à me suivre sur Instagram, qui est simplement @skrl_du-bas, où je partage avec vous plein d'aspects de ma vie, lifestyle. Donc, je vous invite également à vous abonner, à mettre un petit like et également à commenter, à partager vos réflexions sur le sujet. J'espère pouvoir publier d'autres vidéos sur des sujets qui m'importent, que j'ai envie de défendre. Je suis une femme maghrébine de 23 ans et c'était mon analyse sur les représentations des femmes maghrébines dans le cinéma français.